La route des vins. L'Alsace est connue aussi pour ça. Il y a de très bons vins cachers. Je me suis dit qu'il faut faire un Lechaim, un toast à cette région qui m'a surpris et enrichi. Et nous sommes qu'à la moitié du voyage. Comme dans toutes les villes que j'ai visitées, même à Ribeauvillé, il y a sa rue des Juifs. Elle se trouve près des murs d'enceinte. Au XVIIIe siècle, la communauté de Ribeauvillé avait son rabbin, Samuel Lévy, fils de Serre Lévy de Metz. Et en 1711, le seigneur de Ribeaupierre autorise les Juifs à avoir une synagogue, qu'avant était située dans une maison privée. Il y a même un règlement sur la conduite des offices religieux et l'ordre intérieur de la communauté, rédigé par le rabbin et le président de la communauté. J'ai trouvé très intéressant lire les 27 articles, et parmi eux, le 8 qui dit « Quand il y a une circoncision à faire au temple, la marraine doit apporter l'enfant à temps. Si elle arrive en retard, elle aura comme amende un livre de cire à donner. » Et l'article 18. Les examinateurs de la viande devront veiller à ce que les pauvres et les bourgeois reçoivent pour leur argent de la marchandise aussi belle que les riches. Pour le samedi et les jours de fête, s'ils voient que les bouchers ne sont pas convenablement pourvus, ils devront en faire une juste répartition, afin que tout le monde puisse en obtenir. Les Juifs de Ribeauvillé pratiquaient le commerce de l'argent, mais ils pouvaient même posséder des champs et des vignes. Et à partir du XVIIIe siècle, ils peuvent même acheter des maisons. La chose que j'aime, que je préfère dans ces voyages, c'est qu'on prend la route et on arrive dans un village. On arrive dans une ville ou un village, on découvre la rue de la synagogue. Rue de la synagogue, et on voit où il était la synagogue. Aujourd'hui, c'est un cinéma. Mais ça veut dire que, comme beaucoup de villes et des villages en Alsace, il y avait une présence juive très très importante. Et là, en plus, on a trouvé le vin cacher, un vin cacher extraordinaire. Et donc, en achetant les vins cachers, on a trouvé la rue de la synagogue. Il n'y a jamais eu un cimetière juif ici. Les morts étaient enterrés à Colmar et plus tard dans la banlieue de Sélestat. Il n'y a plus de communauté aujourd'hui, mais c'est une étape obligée. Le choix des vins cachers est extraordinaire. Donc, Lechaim à tous. Chin chin, toast. Entouré des vignes et d'un paysage très beau, je continue ma recherche des vestiges juifs dans l'Alsace. Et j'arrive à Sélestat. Mais voici, à la synagogue. Les Juifs de Sélestat sont là depuis très longtemps, depuis 1370. Il y a toujours eu une présence juive à Sélestat. Malheureusement, avec le temps, il y en a de moins en moins. Et cette synagogue est en fait la troisième synagogue de Sélestat. C'est la troisième. Il y avait 3 synagogues. Non, c'est la troisième. Les deux premières ont été détruites. Dans le même... Non, la première était dans la rue à côté, la deuxième était juste à côté. Ouais. Vous pourrez le voir en sortant. Ouais. Et la précédente était ici, mais elle a été détruite par les Allemands en 1940. Brûlée entièrement. Il ne restait plus que les murs. Et celle-ci, elle avait été construite en 1890. Ah, d'accord. 1890, et elle a été réinaugurée en 1960. 1960. Et à l'époque, il y avait 300 juifs à Sélestat. Ici, on est la seule synagogue en activité entre Strasbourg et Colmar. Ah, donc c'est quand même un centre important. Voilà, on est au centre Alsace. On est en plein milieu de l'Alsace ici, exactement en plein milieu. Et c'est la seule communauté qui fonctionne encore un petit peu. Yoav Rossano, c'est lui qui m'a mené en Alsace, qui me fait connaître le patrimoine culturel de l'Alsace. Dis-moi quelque chose pour ton projet, c'est important le projet d'Alsace, le patrimoine culturel. Alors comme je t'ai expliqué au début, nous sommes très riches. Ah oui. Très très riches. Voilà, on n'a pas même 1 euro pour restaurer, mais on a une richesse incroyable du patrimoine. Et c'est important, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous contrôlez tous les cimetières et les synagogues. Vous contrôlez vraiment, c'est comme un radar sur l'Alsace qui contrôle tout, que tout ça se passe bien. La question, c'est pas de contrôler, la question,
C'est Réno. travailler ensemble avec tout le Ouais. monde. C'est ça le but en fait. Et donc il faut vraiment faire quelque chose et que les gens puissent vraiment nous aider. Faire découvrir. Ouais, Tu et as faire vu la découvrir. richesse C'est ça. qu'il y en a, c'est C'est incroyable. ça. Moi, j'ai trouvé l'Alsace incroyable. Vraiment, je savais pas. Je pense que c'est la région, sûrement en Europe, là, avec Absolument. plus de communautés, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Et à quelques kilomètres d'ici, il y a un village, Chervillers, qui a servi de refuge aux Juifs chassés au XVe siècle. Cimetière de Célestat, né en 1622. Regarde quelle merveille. Incroyable. Donc Yoav, quand même, je te remercie vraiment pour ce travail sur l'Alsace et tu m'as fait connaître vraiment une région magnifique et il faut inviter les gens à venir ici, non? Absolument, mais tu sais, le travail n'est pas terminé. Je sais. On a encore beaucoup à faire. Ah oui, c'est très long. Et grâce à Dieu, on a beaucoup de temps et beaucoup de lieux à visiter. Ici à Neuvillers, je vais rencontrer une personne qui veut témoigner son action en faveur de la communauté juive. Un message à écouter et à faire passer. Ciao Francis, enchanté. Bonjour, enchanté. Alors où nous sommes là? Nous sommes à Neuvillers-les-Savernes, Ouais. dans l'Alsace du Nord. Et on est à côté d'un cimetière. Là, on est à côté d'un des deux cimetières de Neuvillers-les-Savernes. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission, Alors, on peut dire? Il y a un an, j'ai décidé de m'engager comme veilleur de mémoire suite à différentes exactions qui avaient été commises dans les cimetières juifs d'Alsace, parce que je trouve que c'est intolérable de toucher à un site cultuel, de se toucher à l'histoire du judaïsme alsacien, parce que je suis profondément alsacien, et quand on touche à l'histoire du judaïsme en Alsace, on touche à l'alsacien que je suis, bien que je ne sois pas religieux, mais je ne tolère pas que l'on touche au culte des différentes religions qui font la concorde en Alsace. L'engagement des personnes qui font du bénévolat pour défendre l'histoire de leur ville m'a donné des frissons. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais visiter le deuxième cimetière, plus ancien et avec une particularité. Les noms des Juifs sont inscrits dans les pierres, comme à Pise, en Italie. Quelle découverte! En regardant ces noms, je vois la vie, une mémoire graffée dans la pierre. Une première communauté juive était présente à Oberbronn au début du XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de synagogue. Ils disposaient d'un local communautaire. C'est seulement en 1841 qu'une vraie synagogue est construite. Ici, il y avait une tradition pour Hanouka, la fête des Lumières. Le chamès, le bedeau, s'est déguisé en Haniguamenel, le bonhomme de Hanouka. Il mettait une cape blanche et un bonnet pour accueillir les enfants. Il distribuait des gâteaux, des friandises, des fruits et des petits pains que les dames de la communauté avaient confectionnés. Au cours des années, la communauté s'est beaucoup réduite, attirée vers les grandes villes. La synagogue est détruite par les nazis en 1944, mais reste le cimetière et les traces d'une mezouza aux portes des maisons. La mémoire continue. Les traditions représentent le cœur de chaque communauté. C'est la richesse, le patrimoine d'un peuple. Bonjour Yvonne. Bonjour. Alors, tu es le... Je suis le responsable de la communauté de Winsenem. Et là, on se trouve
au cimetière israélite. Au cimetière israélite de Witzenem. Il y a une tombe très importante. Absolument très importante. C'est le grand rabbin Naftali Hirsch Katzenellenbogen, qui fut le premier grand rabbin et président du consistoire nommé par Napoléon à Witzenem, puisque Witzenem, à ce moment-là, était la plus grande communauté du département. Quelle période on est là? 1808. 1808. Et il était resté grand rabbin jusqu'à sa mort en 1823. Et c'est après que le consistoire a été transféré, enfin du moins la présidence à Colmar. Il y a un lien avec Padoue. Oui, c'est un descendant du maréchal de Padoue et du roi d'un jour de Pologne. Ah. Vous connaissez l'histoire? Non. Alors un des descendants du maréchal de Padoue gérait les biens d'un prince de Pologne. Et lorsque un jour le roi est décédé, et la loi en Pologne dit que la nuit n'a pas le droit de passer sans qu'il y ait un roi. Et les différents princes n'ont pas trouvé d'accord pour choisir lequel d'entre eux serait le roi. Et un des princes a dit, moi j'ai un intendant, vous pouvez le nommer roi, il rendra la couronne demain matin. Et ce fut le descendant, ou même l'ascendant, du grand rabbin Katzenellenbogen, qui a été nommé roi de Pologne, et le lendemain matin, il a rendu la couronne pour que les princes puissent désigner le nouveau roi. Pourquoi en Alsace, il y a beaucoup de Lévim? Parce qu'après la destruction du premier temple, et c'est marqué dans la Gemara, une partie du Shevet Lévi est partie en Germania, dans la vallée du Rhin. Et de là, ça fait qu'il y a beaucoup de Lévim et très peu de Kohanim en Alsace. Une ville de Lévi. Je dirais qu'une partie de la tribu est arrivée en Alsace. Vu la densité de la présence juive, ça pourrait être tout à fait normal. On parle de Cohen et de Lévi. Mais alors, il faut aller tout de suite à la synagogue. Ça, c'est la première synagogue? Non. Il y a une synagogue qui a été construite en 1743. Et le Conseil souverain d'Alsace, qui était le tribunal pour l'Alsace, a ordonné la destruction de la synagogue, comme celle de Hagenthal-le-Bas et d'une autre synagogue, parce qu'elles avaient été construites officiellement sans autorisation. En fin de compte, on pense qu'elle était plus haute que l'église. C'est ça. Donc ça a été détruit, et en 1770, je crois, je l'ai écrit dans les papiers, elle a été alors construite, et la première synagogue allait jusqu'à là. C'est juste cette partie-là. Il y a un premier agrandissement qui a été fait en 1850, là, jusqu'à la cheminée, et en 1871, comme elle est aujourd'hui. Et vous avez les carreaux là-haut, c'est le style Baltard. Baltard, c'était comme les halles de Paris, tous les fers, etc. Et les poteaux en fonte, c'est de cette époque aussi, puisqu'avant, il n'y avait pas de fonte. Et elle a été électrifiée autour de 1900. Les trois qui sont dessus, ce sont des robes de mariée. Ils avaient la mariée donnait sa robe pour faire un mantelet pour le Sefer Torah. Donc c'était devenir encore plus kadosh. Donc donc on donne la robe de la mariée pour faire donc le manteau de la Torah. C'est du brocart. Ah oui. Brodé à la main. Mais combien de temps et de femmes faut-il pour ce travail précieux? Et quelle beauté! Les robes de mariage deviennent la robe de mariage entre la Torah et son peuple. Une communauté, une famille qui vit en respectant les traditions.
Tout ce que j'ai vu, écouté, jusqu'aujourd'hui, prend forme même à travers les photos, les images. Et c'est impressionnant. Synagogue de Wolfisheim. Yeah. Wolfsheim est une ville très proche de la capitale de l'Alsace, Strasbourg. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'était une ville dortoir. Donc les Juifs ont inventé ce terme. Vu qu'ils ne pouvaient pas habiter en ville, car c'était interdit, la journée, ils travaillaient à Strasbourg. Et le soir, ils rentraient chez eux. Vers la fin du XVIIIe siècle, il y avait 14 familles juives, environ 80 personnes. Et la communauté s'est développée beaucoup, en passant à 161 personnes en 1809, à 214 en 1881 et 229 en 1870. À la fin du XIXe siècle, la plupart des habitants de Wolfsheim étaient protestants. Mais il y avait plus de juifs, 196, que de catholiques, 142. Il y avait une vraie vie communautaire, avec une synagogue, un cimetière, un mikvé, une école juive, qui a fonctionné jusqu'en 1914. Après la guerre, certains sont retournés à Wolfsheim et ils ont formé une petite communauté. Aujourd'hui, ils ne vivent que quelques familles, mais la synagogue fonctionne tous les samedis et les fêtes. La communauté à Colmar existait déjà au XIIIe siècle et les Juifs vivaient dans l'actuelle rue Berthe-Molly, ancienne Judengasse. Au XIVe siècle, ils ont subi des persécutions et ont été chassés. Ils ont pu revenir s'installer à Colmar après la Révolution française. Au XIXe siècle, Colmar assume une place importante au centre du judaïsme. Se forme un consistoire qui regroupe 25 communautés. Une première synagogue existait déjà au XIIIe siècle, une autre à la fin du XVIIIe siècle, et là nous sommes dans l'actuelle synagogue. Cette synagogue date également du 19e. Et elle a été construite avec bien beaucoup de difficultés parce qu'il y avait différents projets. Et en fin de compte, c'est ce terrain qui a été donné, qui est un terrain marécageux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cave en dessous. Ah. Toujours le pire, on donnait. C'est toujours le pire. Donc, c'est le siège du consistoire. Ouais. Ça, c'est les sièges des membres du consistoire. Ouais. Et vous avez le siège du grand rabbin. Une particularité, c'est la chaise de Eliyahu Hanavi pour la Brit Mila, la circoncision. Dans la Deuxième Guerre mondiale, la communauté est décimée. Il faudra attendre les années 60 pour voir à nouveau une vie juive, grâce à l'arrivée des Juifs de l'Afrique du Nord. Wissembourg est un très joli village à l'est du parc naturel et régional des Vosges. Un village entouré de nature et riche en histoire. Malgré tous les lieux que j'ai visités, j'arrive toujours à m'émerveiller. Des Juifs étaient également présents ici. Bonjour Jean, nous sommes à Wissembourg, dans le cimetière juif, où il y avait une présence juive très importante. Oui. Quelques mots sur cette communauté. Oui.
Alors, on a compté quand même... enfin, il y avait des Juifs à Wissembourg dès le 12e, 13e siècle. Malheureusement, comme on le sait, après, les Juifs ont été interdits de séjourner, d'habiter en ville. Donc, les Juifs se sont plutôt orientés vers la campagne. Le cimetière sur lequel nous nous trouvons date de 1680. C'est là qu'on retrouve les premiers documents à la municipalité de Wissembourg, non pas la mairie, puisque les mairies n'existaient pas encore en 1680. La tombe la plus ancienne date de 1702, la tombe la plus ancienne qu'on ait recensée. Et il y a environ 695 tombes sur ce cimetière. Donc c'était nombreuse la communauté quand même. Il y avait le pic de la population juive à Wissembourg était en 1840, où il y avait à peu près 400 juifs à Wissembourg. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus que 2 ou 3. Et voilà. Les gens sont partis, beaucoup sont partis en Israël, beaucoup sont partis en Amérique. Il faut savoir qu'il y avait, au 19e siècle, l'Amérique a eu besoin de beaucoup de cerveaux et de main-d'œuvre pour lancer l'industrie. Et il y avait des agents de voyage, il y avait des agents recruteurs américains qui venaient trouver des candidats pour l'immigration, pour que les gens aillent s'installer, trouver fortune aux États-Unis. Il y avait même une agence de voyage tenue par des frères Dreyfus à l'époque, et qui organisait le transport jusqu'au Havre. Et du Havre, on partait sur New York en bateau et voir plus loin vers la Nouvelle-Orléans. Donc les gens sont petit à petit partis. On avait encore on avait un culte à Wissembourg jusqu'en 1988. Et donc ensuite, notre ministre officiant est décédé et il n'y avait plus de minyan, donc on a fermé la synagogue et on a cédé la synagogue à la ville de Wissembourg en 2009. Alors Jean, là on est dans l'ancienne synagogue. Tout à fait, donc on est dans l'ancienne, la plus récente, qui a été inaugurée en 1960 et qui a fonctionné jusque vers 1988. Alors elle se trouve exactement sur le même emplacement que la précédente synagogue, qui avait été construite en 1872 et qui a été déconstruite par les Allemands en 1941. Les Allemands ont mis des échafaudages et ont enlevé pierre après pierre. Et ces pierres sont parties sur des camions en Allemagne. Donc on est à la frontière ici, on est à 1 kilomètre de l'Allemagne. Et donc pour faire des soubassements de route et pour servir de remblai. Aujourd'hui est devenu le centre des archives. Aujourd'hui, la ville, le consistoire israélite du Bas-Rhin a cédé ce bâtiment à la ville de Wissembourg en 2009, moyennant l'entretien du cimetière et une certaine somme d'argent quand même. Voilà. On a conservé le Magen en façade et également le Aron HaKodesh à l'intérieur avec le manteau. Et donc ça permet aux gens qui passent à l'extérieur de voir qu'il y avait une synagogue ici, les gens qui viennent consulter les documents, de voir aussi que c'était une synagogue. Un travail très important que j'apprécie beaucoup. Montrer aux autres l'existence d'une communauté juive fait partie d'un projet contre les préjugés. Bravo. À Westhofen, je commence ma visite du cimetière. Un bénévole exceptionnel m'attend pour me raconter ses découvertes. Westhofen était la communauté juive la plus peuplée d'Alsace sous l'Ancien Régime. Donc, effectivement, il y a plusieurs grandes familles de rabbins qui ont vécu à Westhofen, d'autres familles après qui ont eu des descendants illustres, la famille Debré, la famille de Léon Blum aussi. L'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père, je ne sais plus très bien, de Karl Marx aussi, était rabbin à Westhofen. Oui, tout à fait. Donc c'est une communauté vraiment la plus importante. Voilà, en termes de nombre de personnes, c'était la plus importante sous l'Ancien Régime. C'est la tombe d'une femme. C'est Merlé Cahen, de Metz au départ. Et c'est l'épouse de Jacob Baruch Weil, qui est quelqu'un de très célèbre au XVIIIe siècle, parce que c'est l'un des préposés de la nation juive. C'est un Cohen. C'est un Cohen. Je vais essayer de la mettre avec un peu plus d'ombre, on la voit mieux. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. C'est très bien. Alors ça, c'est... vous l'avez trouvé?
Ici, en fait. Ici, quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et c'est... C'est donc Yehuda Katz, enfin Kahn ou Cohen, si on préfère, sous la façon dont on le prononce. Et ça date quelle... 1700, il est mort en 1700. Ah. Voilà. C'est la plus ancienne du cimetière. Pour l'instant, c'est le plus que j'ai retrouvé. Je vais reposer parce que c'est un petit peu lourd, excusez-moi. C'est bon. Et comme ça, vous voyez, elle est magnifique celle-ci. Wow. Ah, oui, vous l'avez trouvée aujourd'hui? Oui, tout à l'heure, il y a 1 heure. Non. Rabbi Shmuel Weil, mais le prénom est... Ça finit par la même... C'est le fils de Erav Rabbi Shmuel Weil. C'est Shmuel, fils de Lippmann Weil, encore un Weil. Quelle découverte! Et maintenant, je vais visiter la ville et son quartier juif. Ah, ça, c'était la maison du rabbin. Face à la synagogue. Plein quartier juif. Oui, et même à la mairie, il y a la place d'une mezouza. Je veux rencontrer le maire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Geist, le maire de Westhofen. Ah, très bien. Une ville très importante pour l'histoire des Juifs aussi. Oui, c'est une ville qui est intéressante pour le patrimoine juif et pour les Juifs en général. Oui, c'est vrai. Comment s'appelait le quartier ici, on disait? La butte juive, le Yodebari en alsacien. Ah. Voilà. À Westhofen, comme dans presque toutes les villes et villages que j'ai visités en Alsace, il y a eu un judaïsme rural. Ici, les Juifs étaient des marchands de vin, possédaient des vignes et exerçaient aussi les métiers traditionnels de colporteurs, bouchers, marchands de bestiaux et marchands des biens. J'adore ces traditions et je vais tout de suite à la synagogue. Une belle histoire m'attend. On avait le dernier juif, le vrai juif alsacien, le colporteur, qui est décédé il y a peut-être 4 ans, Roger Kahn, il s'appelait. Roger Kahn. Et lui, il est venu ici chaque vendredi. Et le Shabbat, il était tout seul. C'est le seul juif alsacien encore, tu vois, le seul qui habitait ici. Et il est venu à la choule pour prier tout seul. C'était quelle année? Il y a 5 ans, jusqu'aux 5 ans. Voilà, il est décédé, il s'appelait Roger Kahn. Il est dans un cimetière, bien sûr. Et c'était quelqu'un adorable qui a vraiment présenté le judaïsme alsacien. Merci à cet homme et à son histoire qui reste dans la mémoire. Et maintenant est arrivé le moment d'aller visiter la capitale de l'Alsace et du judaïsme alsacien, Strasbourg. Je termine mon grand voyage en Alsace, ici, à Strasbourg. Je me sens tellement riche. Et pourtant, il y a encore des choses à découvrir. Je vais tout de suite rencontrer le grand rabbin, qui fait un travail extraordinaire pour une communauté qui grandit toujours. Bonjour. Buongiorno. Je suis en Alsace, à Strasbourg, pour connaître votre communauté. Vous pouvez me raconter quelque chose sur votre synagogue, mais surtout sur la communauté de Strasbourg. C'est très important aujourd'hui. Bien sûr. Alors la communauté de Strasbourg est une communauté qui a beaucoup évolué avec le temps. C'est une communauté qui a toujours été très forte au niveau de sa population juive. Une communauté qui a été aussi une communauté très rurale, avec beaucoup de juifs dans les villages avant la guerre. Et puis il y a eu le bouleversement de la Deuxième Guerre mondiale, où malheureusement un certain nombre de juifs ont été déportés. Heureusement, la grande majorité d'entre eux ont pu se réfugier en zone libre. Et lorsque tous ces juifs sont revenus en Alsace après la guerre, eh bien beaucoup d'entre eux ont fait le choix de quitter les villages pour venir s'installer à Strasbourg, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons aussi de proximité, on va dire, avec un judaïsme qui était de plus en plus intense à Strasbourg. Et
un autre fait majeur aussi de l'histoire de Strasbourg, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord dans les années 60, qui a complètement métamorphosé la communauté, puisque ces Juifs-là étaient des Juifs très pratiquants, beaucoup plus que ne l'étaient les Juifs alsaciens, qui étaient très traditionnalistes malgré tout, et qui ont donné une dynamique supplémentaire à la communauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut affirmer en 2023 qu'on a une communauté de plus de 20 000 habitants, que de 2 ou 3 synagogues, nous sommes passés aujourd'hui dans le Bas-Rhin, et donc principalement sur Strasbourg, à, je le disais tout à l'heure, 36-37 lieux de culte, et beaucoup d'écoles, plus de 2000 élèves scolarisés en école juive. Aujourd'hui, on est à 2000 et quelques, 2100 élèves scolarisés en école juive, des restaurants cachers, enfin toutes les infrastructures nécessaires, des lieux d'études, et une communauté qui grandit, une communauté qui a une démographie positive, ce qui est très rare aujourd'hui en Europe. En fait, c'est ça que j'aime, parce que moi j'adore parler de l'histoire, du passé, du présent, mais justement en présent, c'est si important, ça veut dire le futur de notre génération, du peuple juif. Et voir une ville comme Strasbourg, où les Juifs vivent très bien, il y a si tant de gens qui... C'est vraiment important et c'est un message vraiment, je trouve, incroyable aujourd'hui. Là, c'est un message positif puisqu'on parle souvent de déclin du judaïsme en Europe et on le voit en France dans beaucoup de communautés où les Juifs ont tendance soit à faire leur alia, soit à quitter la France pour d'autres pays, aller aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays pour diverses raisons, soit parce qu'ils fuient des situations antisémites qu'ils ont pu rencontrer ou des difficultés par rapport aux études et les problèmes de Shabbat, etc. Pour l'instant, on va dire qu'à Strasbourg, on est assez préservé et que c'est ce qui fait aussi que beaucoup de Juifs décident de venir s'installer à Strasbourg. Je pense notamment à des Juifs d'autres villes de France, des Juifs de Paris, des jeunes couples de Marseille, enfin d'un peu toutes les communautés françaises qui décident de venir s'installer à Strasbourg parce que il fait bon vivre à Strasbourg, la vie juive est intense et on a un héros aussi, c'est très important par rapport à la qualité de la vie le Shabbat. C'est vrai qu'on en est en Europe, c'est pas facile. Et au niveau des présences juives à Strasbourg, les premières présences, c'est depuis quand? Alors elle est très ancienne, elle est très ancienne. Je pense qu'on a une présence qui date de plus d'un millénaire, voilà, même plus que ça, avec, il faut le savoir, des moments dans l'histoire où les Juifs ont été interdits de présence à Strasbourg. À Strasbourg même, les Juifs devaient résider dans certains quartiers ou dans les villages, ils n'avaient pas le droit de résider dans Strasbourg. Dans la ville. Oui, il y a eu des moments au Moyen-Âge, par la suite, où les Juifs étaient interdits de présence à Strasbourg, ou bien des moments même où il y avait ce qu'on appelle un couvre-feu, où à une certaine heure, on a encore des traces historiques de ces lois-là et de ce temps, de cette époque-là, où il y avait le passage aux Juifs, et les Juifs, c'est le passage que les Juifs empruntaient pour retourner dans leur quartier, parce qu'ils n'avaient pas le droit de citer au centre-ville de Strasbourg. Et il n'y a pas eu un vrai ghetto à Strasbourg, ou plutôt des quartiers. Alors si, des quartiers, qui étaient des sortes de ghettos, puisque les Juifs ne pouvaient pas résider, donc on a eu... et fermer les portes aussi. Tout à fait, il y a eu des passages, il y a eu des moments très tragiques dans l'histoire de Strasbourg, et je pense notamment à un massacre qui a lieu au XIVe siècle, le massacre de la Saint-Valentin, où plusieurs dizaines de Juifs ont été brûlés place de la République, qui se trouve en plein cœur du quartier juif actuel et qui abritait à l'époque, à proximité d'un ancien cimetière. Et les Juifs ont été brûlés, accusés de propager la peste. Il y a eu un grand massacre collectif de Juifs au XIVe siècle. Donc on a eu des moments très très difficiles dans l'histoire de la communauté juive à Strasbourg. Et l'histoire a beaucoup évolué depuis. Et dans l'histoire de Strasbourg, il y a aussi des grands rabbins qui sont passés, non? Bien sûr, alors on a une particularité, on est très fiers à Strasbourg de dire que le premier grand rabbin de France, vous savez quand Napoléon, quand le consistoire a été créé par Napoléon et qu'il a réuni les membres du Sanhédrin pour établir donc un petit peu l'archétype du consistoire, le premier grand rabbin de France qui a été nommé était le grand rabbin David Sinsheim, qui était un très grand Talmid Chacham, un homme très érudit et qui était à ce moment-là le rabbin de Bischheim. Bischheim qui est une communauté dans laquelle moi-même j'ai grandi, qui touche Strasbourg. Et donc on est très fiers de pouvoir dire que le premier grand rabbin de France était un rabbin de la région. Et il y en a eu d'autres, bien sûr, par la suite, qui ont exercé aux fonctions de grand rabbin de France. Et d'une manière générale, c'est vrai que Strasbourg a eu l'habitude d'avoir des grands rabbins qui ont joué un rôle important dans la communauté juive française. Je pense aussi avant-guerre au grand rabbin Isaïe Schwartz, qui avait exercé les fonctions de grand rabbin à Strasbourg
avant la guerre et qui par la suite a été nommé grand rabbin de France. Et je pense à mes prédécesseurs, on va dire un peu plus proches, qui ont joué un rôle magnifique, le grand rabbin Gutmann, le grand rabbin Warschawski, et bien sûr le grand rabbin Deutsch, qui a totalement reconstruit la communauté en rentrant de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, tout était dévasté, même la grande synagogue avait été rasée par les nazis, et il a réussi à reconstruire toute la communauté. Et il a été notamment aussi à l'origine de la construction et de l'ouverture de l'école Akiba, donc une école qui a été donc ouverte en 1948, une école juive, justement parce que... Tout de suite après la guerre, c'est un message important. Absolument répondre à un besoin dans la communauté et transmettre aux enfants. Et cette école qui a commencé avec quelques élèves, mon papa a été un des premiers élèves de l'école. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans cette école, et cette école qui a démarré avec quelques élèves, elle compte aujourd'hui plus de 800 élèves, 850 élèves. Nous sommes dans la synagogue de la paix, à Strasbourg. Un peu d'histoire sur cette synagogue. Alors, cette synagogue a été édifiée en 1958. On a fêté il y a quelques années le 60e anniversaire. Elle a été édifiée presque dans son ensemble, comme on va le voir aujourd'hui. Et il y a eu des modifications. L'apport des Sephardim en 1962 a fait que nous avons construit un peu plus tard une synagogue qui juxte la synagogue de la paix. Ça s'appelle la synagogue Rambam. Il y a un autre office qui est l'office du Merkaz. C'est une autre synagogue qui est dans nos murs. Et une quatrième synagogue qui est une synagogue qui s'appelle Amira. Cette synagogue est donc sur l'ancienne synagogue, qui date depuis quelle période? 1800 et des poussières. Était sur la même... Alors, l'ancienne synagogue était dans le quartier du centre-ville qui s'appelle les Halles. Les Halles. Voilà. C'est une synagogue qui était consistoriale. On vous avait vu certaines représentations. Une maquette qui se trouve sur notre parvis. Elle a été détruite par les nazis pendant la guerre. Ils ont fait vraiment le possible pour exterminer le peuple juif et sa mémoire. Mais nous sommes encore ici, avec nos traditions et notre patrimoine. Mappa. Tu sais pas qu'est-ce que c'est Mappa, oui. Alors, Mappa, c'est seulement en Alsace. Ok. Ça, c'est Mappa. C'est comme une ceinture. C'est pour tenir la Torah. Et en fait... Mappa, c'est un hybride un peu. Oui. Et les garçons qui ont 3 ans, on fait un Mappa. C'est cette épaisseur, c'est normalement 17 cm sur 4 mètres. Et on écrit là-bas son nom en hébreu, son nom en français. Et toujours, tu trouves le drapeau français. Et après la création d'Israël, il y a le drapeau israélien et français, toujours. Même pendant la période allemande, tu trouves les drapeaux français. Et là, il y a la prière pour lui, qu'il va grandir, il va se marier, il va réussir, et tout ça. Et ça, c'est une tradition qui seulement existe ici en Alsace. Tu vois? Ça, c'est le Mappa. Je marche au bord de l'eau et je repense à mon voyage. Je revois toutes les personnes qui m'ont accompagné. Je suis plein d'émotions. Il ne me reste qu'un mot. Merci. Merci beaucoup. Et au revoir. Alors, pardon. Bonjour les grands rabbins de... Là ou d'autre part? Ça, c'est mon arrière-grand-père. Félix Lévy. C'est sympa ici. Hein. J'ai même gardé les anciennes toilettes. Guarda. Salut Jean-Pierre. Je l'ai dans la voiture. Non. Alors, bonjour Eric Berg. Bye. Après, on se demande. Ok? Oui. Bye. Alors, bonjour. Ça, c'est super. Julien. Dis-moi, ce histoire de livre de ville, là.
On est à côté de Chervillers. Ouais. Alors, ciao Yoav. Ciao. Yoav Rossano. Alors, c'est lui qui m'a amené à la... pour... non.